Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. C'est avec un plaisir égal que je vous reçois ici même, en direct, en public, dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins, pour un rendez-vous, vous le savez, lié à l'actualité de la campagne présidentielle qui approche. Alors, pour ceux qui ont été les plus attentifs, je vous rappelle que nous avons déjà traité de la dette publique, de la crise économique, de la morale en politique, de l'école. Eh bien, ce soir, il va être question de la famille. La famille, les Français y sont ô combien attachés, c'est la valeur suprême, la première des valeurs. Et pourtant, il semble bien que des visions différentes sont en train de s'affronter au cours de cette campagne électorale sur cette question cruciale. C'est en tout cas ce que nous allons essayer de déterminer grâce à nos invités que je vais vous présenter sans tarder et que je remercie par avance de leur participation à ce débat. À commencer par vous, Antoine Renard. Antoine Renard, vous avez derrière vous une carrière de cadre dirigeant dans la métallurgie. Vous avez aussi un engagement long, durable et fécond dans le scoutisme, le scoutisme unitaire. Et puis, vous êtes depuis 2005 le président des associations familiales catholiques. À mes côtés, Georges Pau Langevin. Vous êtes député PS de la 21e circonscription de Paris. Vous êtes avocate de profession. Vous vous êtes engagé sur le front de la lutte contre le racisme et la protection des droits des étrangers. Et vous êtes chargé des questions de justice au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. À ma droite, Jean-Marie Van Lerenberg. Vous êtes un sénateur du Pas-de-Calais. Vous avez été maire de la ville d'Arras pendant 16 ans. Mais vous me l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas pour le cumul des mandats. Vous avez donc quitté cette responsabilité. Vous êtes vice-président de la Commission des affaires sociales du Sénat et vice-président du MoDem, ce qui veut dire que vous soutenez la candidature de François Bayrou, évidemment. Xavier Breton, enfin. Bonsoir, vous êtes député UMP de la première circonscription de l'Ain. Et vous êtes un membre de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, ce qui vous désigne par avance tout à fait pour évoquer les sujets qui nous réunissent. Alors, ce que j'aimerais, si vous voulez, pour qu'on rentre pleinement dans ce débat, d'abord, c'est d'écouter la chronique d'Olivia El-Kaïm. Olivia El-Kaïm, qui est la responsable du service politique de la vie, avec qui ce débat est organisé. Olivia, donc, pour commencer, quelle est la place de la question de la famille dans cette campagne présidentielle ? Alors, je dois confesser avant tout qu'il y a quelques mois, j'étais persuadée que la question familiale ne serait pas un enjeu de cette présidentielle. La crise économique, l'avenir de l'Europe, semblaient balayer toute autre problématique. Or, je dois admettre que je me suis trompée. Une première polémique m'a interpellée, celle qui a porté sur le quotient familial. François Hollande a annoncé qu'il souhaitait le supprimer pour favoriser une politique fiscale plus redistributive. Cri des associations familiales, bronca dans les rangs de la droite, que n'avait-il dit ? Il est vrai que le maintien de la natalité dans notre pays peut s'expliquer en partie par une politique très favorable à la famille, unique en Europe. L'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, avec une interview dans le Figaro, m'a convaincue que la famille serait au cœur des débats. Que met-il en avant ? Des valeurs qu'il défend comme des valeurs de droite. Travail, autorité, responsabilité. Et il se positionne, entre autres, contre le mariage et l'adoption par des homosexuels. Une posture conservatrice qui satisfait les attentes d'un électorat catholique pour lesquels cette question est primordiale, mais qui a pu heurter des tenants du mariage des couples homosexuels au sein même de l'UMP. François Bayrou, de sensibilité chrétienne, est pourtant moins tranché sur le sujet. Il se déclare pour une union des homosexuels sans toucher au mot mariage et pour l'adoption. Quant à François Hollande, il est favorable au mariage et à l'adoption par des homosexuels, tout comme M. Mélenchon et Mme Joly. Les catholiques de gauche peuvent se trouver embarrassés, car s'ils sont satisfaits sur le plan social par les mesures de leurs candidats, Hollande, Mélenchon ou Joly, ils n'y trouvent pas forcément leur compte sur les questions sociétales. Alors Olivia, est-ce que la problématique familiale se résume à des questions de politique ? Je ne crois pas. Je me suis posé la question. J'ai regardé avec attention la manière dont est structurée l'équipe de campagne de François Hollande. Nous avons ici Mme Georges Pau Langevin, qui est en charge du pôle questions sociétales. Ce pôle est découpé en 4 sous-pôles, et c'est intéressant. Le premier, c'est le sous-pôle LGBT, pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. Le second, nouveaux schémas familiaux. Le troisième, fin de vie. Le quatrième, bioéthique.
Ce découpage, qui peut sembler un petit peu administratif, traduit la complexité de la société dans laquelle nous vivons désormais. Et cela touche à nos convictions les plus profondes, ce qui implique qu'on les examine avec précaution et sans emportement. Voilà pourquoi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un de mes amis est homosexuel. Il ne l'a évidemment pas choisi. Cette situation l'a même fait souffrir. Longtemps, il l'a caché à sa famille, à ses amis, de peur du regard que la société jetterait sur lui. Puis, l'âge venant, à 35 ans, il a eu envie de faire un enfant. Il a décidé d'en faire un avec une amie, célibataire et hétérosexuelle, par le biais d'une insémination artificielle. Ils ont longuement discuté de leur projet parental avant de se lancer dans cette aventure. Puis la jeune femme est tombée enceinte. Elle vient d'accoucher de triplés. Cette histoire, c'est pour eux la plus romantique des histoires. Elle peut choquer, elle ne laisse pas indifférent. Une chose est sûre, ces enfants, comme tous les enfants, nous devons les respecter, les aimer, les rassurer, quelle que soit leur histoire au départ. Mais une question se pose à moi, et j'espère que ce soir vous y répondrez, parce que je n'y ai pas de réponse. Le politique doit-il répondre à tous les désirs qui traversent la société ? Doit-on légiférer sur tout ? Merci Olivia, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va commencer avec vous, Antoine Renard. Est-ce que justement le politique doit légiférer sur tout ce qui passe dans la société ? Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui passe actuellement dans la société du point de vue de la famille ? Qu'est-ce que les familles attendent dans le cadre de cette consultation électorale, principalement ? Alors, il me semble d'abord que les familles sont inquiètes et se demandent où allons-nous. Évidemment, on est sur fond de crise économique, financière. Donc, d'une façon générale, est-ce que nous allons vers le sort de la Grèce ou est-ce que nous allons nous en sortir ? Et c'est une question récurrente. Comment se sortir ? C'est d'ailleurs une mauvaise question parce que le problème n'est pas de se sortir. Déjà, il est d'y entrer. Mais c'est quand même la question récurrente. Et alors, si on en vient sur le sujet de la politique familiale, les familles entendent ce qui se dit dans la société, c'est-à-dire que la France, en gros, a la meilleure des politiques familiales de l'Union européenne, et tout le monde se réjouit qu'on ait un taux de fécondité supérieur aux autres. On y voit l'effet de cette politique familiale. Bon, très bien, donc ça semble un acquis. Et pour autant, l'histoire récente montre des tentatives assez récurrentes d'entamer cette politique familiale, et les débats qui commencent à se faire jour aussi. Donc, politique familiale la plus efficace, ça c'est votre point de vue, c'est celui que vous défendez ? C'est-à-dire qu'au fond, les choses aujourd'hui sont bien et qu'il ne faut pas modifier les caractéristiques de cette politique familiale ? Je pense que cette politique familiale repose sur un certain nombre de piliers et que ces piliers sont essentiels. Pour autant, l'efficacité de notre politique familiale doit aussi s'analyser, se mesurer. Est-ce que tout cet argent qu'on consacre à la politique familiale rend bien les effets attendus ? C'est pas si sûr. Et d'un autre côté, l'analyse simplement par le taux de fécondité paraît un peu court, d'autant plus qu'il y a des tas de données culturelles et autres qui varient d'un pays à l'autre et qui font d'ailleurs que l'effet d'une politique familiale n'a pas les mêmes dans un pays, dans un contexte culturel que dans un autre. En revanche, ce qui est très clair, c'est que nous avons une politique familiale. Alors, elle est aujourd'hui un peu brouillée, et donc elle est plus comprise, y compris même d'ailleurs dans sa raison d'être. C'est la difficulté du moment. À cause de l'époque récente, où on a eu naturellement un grand nombre de préoccupations sociales, on a eu tendance à mélanger des mesures de politique familiale et de politique sociale, au point que dans ce brouillard, non seulement on ne s'y retrouve plus très bien, mais on risque même de perdre l'objectif de la politique familiale. Est-ce que je peux vous demander, Antoine Renard, juste un mot de plus pour être un cran plus concret ? Qu'est-ce qui, par exemple, vous semble essentiel, soit à défendre, soit à faire avancer dans cette élection ? Il y a trois sujets très importants. Allez-y. Le premier, c'est le couple. Oui. C'est le couple qui fait la famille, et le couple est en danger, on le voit. D'une certaine façon, je dirais que l'augmentation du chiffre du divorce est un échec de la politique familiale. Le deuxième sujet, c'est l'éducation. Il y a une inquiétude énorme de la part des familles, des Français, devant ce problème très vaste de l'éducation qui n'est pas très bien réglé, ni chez nous, ni chez nos voisins. Et le troisième sujet, ce sont en effet les mesures économiques d'accompagnement des familles, sur lesquelles il y a une attente de clarification et des objectifs et des mesures elles-mêmes. D'accord.
Xavier Breton, le constat qu'on fait effectivement aujourd'hui, c'est une fécondité des femmes, 2 enfants par femme en moyenne, et un taux d'emploi des mêmes femmes de 85%. Est-ce que le cumul des deux fait une politique familiale réussie ? Effectivement, on peut regarder en comparant par rapport aux autres pays européens que nous avons un taux de natalité qui est supérieur. Ceci dit, ce taux qui est de 2,01 exactement, il reste inférieur à 2,1 qui est le taux de renouvellement des générations. Donc c'est moins mauvais que les pays voisins, mais il faut continuer nos efforts. Encore une fois, je crois qu'on a une politique familiale qui est effectivement assise sur une tradition depuis 1945 avec une universalité des prestations familiales qu'il faut absolument conserver et surtout ne pas rentrer dans une logique d'une dimension sociale de la politique familiale. La politique familiale, elle a un objectif en elle-même qui est effectivement un objectif de natalité. Elle a un objectif également de réduction des inégalités de ressources entre ceux qui ont des charges de famille et ceux qui n'en ont pas. Et puis, elle a un objectif de rendre compatible la vie familiale avec la vie professionnelle des membres du couple. Donc, ce sont des objectifs que nous devons absolument conserver. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan de cette politique familiale sur la deuxième moitié du XXe siècle et qu'on continue dans ce début du siècle, eh bien, je crois que nous pouvons être fiers de cette politique familiale. Jean-Marie Van Leeuwenberg, alors, est-ce que votre constat à vous aussi, il est plutôt élogieux ? Est-ce que vous faites un bilan globalement positif de cette politique familiale ? Je prendrais une comparaison un peu sportive. Je dirais on ne change pas une équipe qui gagne. Franchement, on a une politique familiale qui marche. Moi, je suis dans une ville jumelée, Arras, avec l'Allemagne, et ils rêvent de notre politique. Ils ont 1,34 de taux de renouvellement en Allemagne. Nous avons 2, vous venez de le rappeler. Donc, c'est une politique qui marche démographiquement, en tous les cas. Nous avons de nombreux enfants. Je n'ai pas entendu parler de l'enfant. C'est le cœur du sujet. Une famille, c'est autour de l'enfant. Vous vous souvenez tous du poème de Victor Hugo à ce sujet, lorsque l'enfant paraît. Donc je crois que la famille se forme autour de l'enfant, et donc il faut des enfants. Et la politique familiale en France, aujourd'hui, répond à ce besoin, qui est un besoin essentiel du couple. Combien de couples désolés, parfois détruits parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc je pense que notre politique a ce mérite essentiel grâce aux allocations familiales, grâce au quotient familial. C'est pour ça que pour notre part, avec François Bayrou, nous ne remettrons pas en cause cette politique parce qu'elle marche. Quand vous parliez des Allemands, enfin, ça paraît pas très compliqué de mettre en place des systèmes équivalents à celui de la France. Vous croyez que c'est vraiment un manque d'aide aux familles qui fait que les Allemands ont une fécondité Absolument. plus faible ? C'est beaucoup de femmes allemandes ne travaillent pas parce que c'est mal vu. Quand il y a un enfant, il faut l'élever. Donc on ne travaille pas. Il n'y a pas de politique suffisante de crèche, d'aide aux familles pour permettre à l'épouse de travailler. Je sais que c'est un miracle. Le maire de la ville qui est jumelé avec la nôtre, sa femme travaille, est médecin. Ils ont 2 enfants. Et ils doivent jongler, évidemment, parce qu'il n'y a pas de système qu'il essaye, bien sûr, à l'image de ce que nous faisons et de ce qu'il voit chez nous, de mettre en place dans sa commune. Alors, Madame Georges Paul Langevin, peut-être que votre bilan à vous sera moins élogieux, moins positif. Alors, je voudrais dire d'abord que la politique familiale que nous menons n'est pas simplement le fait de la dernière équipe qui est là. C'est une constante depuis longtemps dans notre pays de choisir, de faire en sorte que les femmes aient le choix qu'elles puissent continuer à travailler en ayant des enfants. Et je crois que les Françaises parviennent tout à fait bien à unir les deux choses parce que justement, nous avons des crèches, nous avons des écoles maternelles, nous avons donc des structures qui aident les femmes qui veulent faire les deux choses. Et je pense que la dernière période a plutôt été une période où on a remis en cause un certain nombre de droits des familles. On nous a expliqué que l'école maternelle, que toute l'Europe nous envie, est quelque chose qui n'a pas d'intérêt, que les instituteurs sont là pour changer les enfants. On n'a pas
améliorer le pouvoir d'achat des familles. Et cela, on s'aperçoit que la pauvreté d'un certain nombre de familles dans notre pays a considérablement augmenté. On a toujours beaucoup de problèmes pour le logement. Moi, je suis élue dans Paris et le nombre de familles qu'on reçoit chaque semaine qui ont toutes les peines du monde à avoir un logement décent, ça montre que quand même, là, les familles n'ont pas été aidées. Récemment encore, aujourd'hui même, on a voté pour une augmentation de la TVA, et on sait bien que la consommation, elle pèse sur les familles, et quand on augmente le coût de la vie, ce sont les familles principalement qui le subissent. Donc il me semble que d'une part, effectivement, les Françaises sont assez dynamiques, donc elles arrivent à faire beaucoup de choses, mais il me semble que dans la dernière période, les familles n'ont pas été aidées, les familles monoparentales notamment ont plongé dans la pauvreté, et je crois que surtout, on s'aperçoit qu'un certain nombre de nouveaux modèles familiaux qui sont aujourd'hui courants dans notre société continuent à être ignorés par ce gouvernement qui continue à défendre une conception qui me semble traditionnelle de la famille, ce qui est paradoxal d'ailleurs parce que notre président est plutôt quelqu'un qui a une vie moderne, mais la conception telle qu'on la présente est une conception assez traditionnelle, donc qui ne répond pas forcément aux difficultés que rencontrent des familles dont on sait qu'aujourd'hui elles sont recomposées ou elles sont monoparentales. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que nous on souhaite, c'est arriver d'une part à augmenter le niveau de vie des familles, faire en sorte de développer ce qui aide les femmes, ou les couples, c'est-à-dire développer les services publics de la petite enfance, développer les écoles maternelles. Le taux d'accueil des enfants dans les maternelles à 2 ans a diminué. Même aujourd'hui, on n'est plus sûr qu'un enfant à 3 ans trouve une place en maternelle. Donc je pense qu'il faut continuer tout cela pour aider les couples. Et enfin, surtout, il faut faire attention au pouvoir d'achat des familles, parce que les familles pauvres, vraiment, ont vu leur situation plutôt se dégrader dans la dernière période. Alors on écoute Xavier Breton sur la défense de la politique familiale au cours du dernier quinquennat. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas tout mélanger et importer des polémiques sur la politique économique en matière de politique familiale. Quand on prend l'exemple de l'école, il y a eu beaucoup de faits pour les familles, je pense notamment à la scolarisation des enfants handicapés, où il y a eu objectivement une nette amélioration au cours des 5 dernières années. C'est vrai qu'on venait de loin, il reste encore beaucoup à faire, mais très clairement, il y a eu plus d'un doublement du nombre d'enfants handicapés qui sont aujourd'hui suivis dans le cadre et scolarisés normalement. Ce que je voudrais dire aussi sur la scolarisation en maternelle, je crois qu'il faut avoir un débat sur l'intérêt de l'école maternelle pour l'enfant. L'école maternelle, ce n'est pas un mode de garde gratuit pour les parents. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. C'est facile à dire, effectivement, vous gardez vos enfants gratuitement. D'abord, je pense que ça répond à une démagogie, ça répond ensuite à une volonté de prendre les enfants des familles. Moi, ce n'est pas la conception dans laquelle je suis. Je pense que la scolarisation des enfants de 2 ans peut être utile. Et je pense notamment dans les quartiers les plus défavorisés, je pense effectivement, là où il y a des problèmes d'intégration, de difficultés sociales, la scolarisation des enfants de 2 ans est une bonne chose. Elle n'est pas une bonne chose en soi. Mais pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à résoudre ce problème de la garde des petits-enfants ? Eh bien, si l'école n'est pas la solution, les crèches, on en manque. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup de faits. Il y a un plan qui a été lancé il y a maintenant 4 ans avec un objectif de création de 200 000 places supplémentaires. On sait que le manque est estimé entre 300 à 400 000, donc on voit combien il reste à faire. Ce plan est aujourd'hui en cours de mise en œuvre, avec à la fois un accueil collectif, dans des structures collectives, mais également avec les assistants maternels. Et moi, ce que je voudrais dire aussi sur la question du choix et de la liberté pour les femmes, je pense que la vraie liberté, ce n'est pas obligatoirement de concilier les deux, vie familiale et professionnelle, c'est de pouvoir choisir à certains moments d'avoir une vie qui est uniquement familiale, puis une vie professionnelle. Les indicateurs qui disent qu'il y a tant de femmes qui travaillent dans un pays, c'est un objectif aujourd'hui européen, ce n'est pas la vraie liberté de choix, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui préféreraient aujourd'hui ne pas avoir une profession qui sont en plus avec des salaires qui sont complètement disqualifiés et pouvoir élever leurs enfants. Donc la vraie politique familiale, c'est donner la véritable liberté de choix à la femme et également à l'homme, aux 2 membres du couple. Moi, c'est là-dessus où je récuse une vision de la politique familiale qui viserait à dire la liberté, c'est de travailler, c'est de pouvoir travailler si on le souhaite, mais c'est également de pouvoir élever ses enfants si on le souhaite. Antoine Renner, je veux que vous acquiescez. Oui, je suis vraiment d'accord avec cette idée de liberté de choix. Je pense que l'objectif de la politique familiale, c'est de permettre aux familles de faire ce qu'elles ont envie de faire pour se développer. Et je rappelle d'ailleurs que c'est dans nos textes fondamentaux. Constitution de 48, la nation garantit à l'individu et à la famille les moyens de s'en développer.
développement. Et les moyens de son développement, la famille doit pouvoir les choisir elle-même. Et donc ne pas être obligée de suivre des choix contraints par des raisons économiques, par des raisons d'organisation du monde du travail, etc. Et donc c'est à tout cet ensemble qu'il faut veiller pour que de fait la liberté de choix s'assume. Et alors on parlait tout à l'heure de fécondité, c'est un indicateur qui n'est qu'un résultat. Mais par exemple, les sondages montrent en France et en Europe, en moyenne, que toutes les familles voudraient avoir un enfant de plus que ceux qu'elles ont. Elles voudraient 3 enfants. Voilà. Elles voudraient 2,5. Bon, pour être précis, difficile. Ce qui serait très bien pour assurer le renouvellement. Et je rappelle qu'en Europe, la moyenne est de 1,5. 34, comme vous disiez en Europe, moyenne en Europe, 1,5. Donc si on pouvait simplement faire en sorte que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire, les équilibres se feraient naturellement et marcheraient. Et donc ça doit bien être ça le cap de notre politique familiale, desserrer les étreintes, les étreintes qui pèsent sur les familles pour que les libres choix s'assument, et alors les choses se réguleront d'elles-mêmes. Moi, je comprends l'argument sur la liberté de choix, mais l'expérience prouve que les femmes, très souvent, dans ce système, se retrouvent lésées. Combien de femmes arrêtent de travailler pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et quand elles veulent reprendre une vie professionnelle quelques années après, ont toutes les peines du monde à se recaser. Et je dirais même que ultérieurement, pour peu que leur mari refasse sa vie avec une femme plus jeune, elles ont perdu sur tous les tableaux, puisqu'elles n'ont pas eu une vie professionnelle correcte, et souvent, à 45-50 ans, elles se retrouvent abandonnées. Donc moi, je crois que très très souvent, des femmes qui, à un certain âge, ont dans l'enthousiasme et dans l'amour, elles se sont dit, bon, je vais passer du temps avec mes enfants, ce qui est extrêmement agréable, mais après se rendre compte que finalement, elles ont été lésées. Donc c'est la raison pour laquelle nous, par exemple, on dit, d'accord, c'est bien qu'il puisse y avoir un congé parental pour que les parents puissent s'occuper des enfants, mais ce congé parental ne devrait pas reposer uniquement sur la femme, parce que c'est encore la femme qui se retrouve interrompant sa carrière professionnelle, et quand on regarde les questions d'égalité de salaire, égalité de carrière, on se rend compte que trop de femmes se retrouvent lésées et n'arrivent pas ensuite à rattraper le retard qu'elles ont eu pendant la période où elles ont eu des enfants. Ça marche dans les pays nordiques, ça. Il y a pas mal d'hommes qui s'arrêtent. Dans les pays nordiques, le congé parental peut être partagé, doit être partagé même, à égalité entre l'homme et la femme. Et le jour où nous allons faire ça en France, eh bien, nous aurons progressé pour la paix des familles. Alors, Jean-Marie Van Leeuwenberg. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de politique familiale, que tout est inventé. Mais tout est là. Tout est là. Mais si, le congé parental existe aussi pour les hommes. Il suffit de le mettre en œuvre. C'est vrai que ce n'est pas dans la nature masculine, prioritairement, de s'occuper des enfants. C'est peut-être en train de se remettre en cause, d'ailleurs, ce fait. Mais je dirais, tous les moyens existent. Le problème, je vous écoute bien, qui va financer toute cette politique? Ah, mais c'est nous. C'est nous tous qui sommes chargés. Il faut décider. Je crois qu'il y a 55 milliards aujourd'hui consacrés à la politique de la famille. Ce n'est pas rien, mais vous savez aussi quel est le déficit de l'État. Vous parlez du logement. C'est vrai que c'est important, ça, le logement, pour permettre aux familles de s'épanouir. Pour avoir 3 enfants, il faut un grand logement. Et on pourrait distinguer, je dirais, les grandes métropoles, et en particulier la région parisienne, qui souffrent cruellement de manque de logements sociaux, qui souffrent cruellement de manque de crèches. Mais allez dans les villes moyennes de province, etc., moi je peux vous dire que nous avons fait, nous, les maires, les collectivités locales, nous avons fait l'effort de construire des crèches, d'offrir des systèmes. Alors bien sûr, rien n'est parfait. On est en train de faire chez moi un audit des besoins sociaux pour véritablement mesurer quels sont les besoins émergents, quelles sont aussi les réponses à apporter. Donc vous voyez, je crois qu'il ne faut pas dépeindre un univers sombre à la politique familiale. Je crois qu'aujourd'hui, elle fonctionne. Il faut l'accompagner, il faut la renforcer. Je pense qu'il faudra trouver les moyens, et j'aimerais que, effectivement, vous puissiez aussi en parler, trouver les moyens de la faire fonctionner
telle que vous la voyez. Alors, on reviendra sur les moyens tout à l'heure. Xavier Breton voulait dire quelque chose. Juste un mot pour compléter au sujet du congé parental. Peut-être qu'il y a une proposition, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy reprendra cette proposition dans son projet, mais en tout cas dans le projet de l'UMP lié, c'est également un fractionnement du congé parental, une possibilité d'assouplissement qui est, au lieu de le prendre effectivement sur une durée de 3 ans avec le risque d'être exclu du marché du travail, d'avoir une possibilité de le prendre à des moments clés de l'enfance. Ça, c'est une mesure qui n'aurait pas d'impact budgétaire, puisqu'elle serait dans le cadre existant du congé parental. Ça me semblerait également être intéressant. Alors, en commençant, Antoine Renard a dit la famille, c'est d'abord le couple, et Madame Paul Angevin a dit, alors je vais la citer, vous avez redit un peu la même chose, mais vous le dites là, dans la citation que j'ai trouvée dans la presse de façon un peu plus musclée, il faut dénoncer une conception datée et étriquée de la famille, limitée à son cadre traditionnel et à sa dimension institutionnelle. Et j'aimerais bien que Jean-Marie Van Leeuwenberg réagisse à cette formule, notamment parce que votre candidat, François Bayrou, a pris des positions sur les questions de couples de personnes du même sexe, d'adoption et de procréation assistée, qui sont plutôt libérales. Alors, est-ce que vous faites le même constat ? Bien sûr que le couple a évolué. Celui qui ne le voit pas ne comprend pas la société dans laquelle il vit. Le couple a évolué, les séparations... malheureusement, je le dis, moi je suis marié depuis 46 ans, donc vous voyez, je suis pas... Je constate simplement qu'autour de moi, vous avez effectivement des couples qui se séparent. Ça introduit évidemment une vision différente pour la politique du logement, par exemple, et qui est d'autant plus complexe qu'il faut souvent réserver le même logement pour la femme et pour l'homme, parce qu'ils doivent accueillir leurs enfants. Mais ça, la séparation des couples... Premier problème. Mais bon, ça c'est un constat. Ouais. Alors vous avez de plus en plus aussi de couples homoparentales qui ont un enfant. Donc il s'agit de là se rendre compte que... Vous avez des statistiques là-dessus quand vous dites de plus en plus. Je n'ai pas de statistiques pour ma part, mais peut-être... Il y a une statistique simple, c'est que 77% des enfants de moins de 18 ans vivent avec leurs 2 parents. Donc il y a une part d'illusion dans l'idée qu'il y a une augmentation considérable des vies séparées, recomposées, etc. Objectivement, 77% des enfants vivent avec leurs 2 parents. Donc, d'un autre côté... Il est parfaitement exact que, bien entendu, on le sait, les chiffres du divorce augmentent, etc. Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que tout ça, en effet, a un coût considérable. Parce qu'on est bien obligé de compenser ces problèmes de logement, ces problèmes... le coût pour la société dans son ensemble de l'échec des situations de mariage est abyssal. Et donc, on ne peut pas tout à fait s'en contenter et simplement constater ça. D'un autre côté, il faut aussi écouter ce que veulent les gens. Les sondages... moi, je m'en occupe un peu, avec pas mal de gens. Mais attendez, il faut encore aussi écouter ce que veulent les gens, ce que disent les jeunes. Tous les sondages montrent que la première valeur ratifiée par les jeunes, c'est la réussite de leur vie conjugale, et pas des vies conjugales successives. Tout le monde voudrait... C'est un peu un rêve. Tout le monde voudrait que ça dure et que ça dure jusqu'au bout. Bien sûr. Bon, force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ce soit le cas ? Et ce serait le côté préventif d'une politique familiale que j'entends pas dans vos propos. Par exemple, je vais vous citer, moi, à Arras. C'est le cas que je connais le mieux, bien entendu. Nous avons une association qui s'appelle Cap Mariage, aujourd'hui à venir, mais c'est le même organisme, et qui prépare les couples au mariage civil. C'est souvent réalisé, je dirais, avant le mariage religieux, mais là, nous l'avons organisé et ça se développe. Il y a une demande. Aujourd'hui, c'est près de la moitié des couples qui demandent à avoir cette initiation, en quelque sorte, au mariage. Donc, on voit bien, ça répond tout à fait à ce que vous dites. Il y a une aspiration, mais nous constatons aussi les échecs. Et puis on constate aussi une évolution avec ces couples homoparentaux et qui veulent adopter des enfants ou qui ont des enfants. On évoquait tout à l'heure la question très très précisément. Je pense qu'il faut accueillir l'enfant, que le vrai problème est là, que bien sûr on peut discuter à l'infini, idéologiser autour de ce problème. C'est une réalité que, en politique,
responsables, nous devons prendre en compte. Généralement, on dit qu'il y a à peu près 40 000 enfants qui sont élevés aujourd'hui dans une famille homoparentale. Donc c'est vrai que ça ne fait pas, cela fait un pourcentage assez minime par rapport à toute l'intégralité des familles, mais il n'en reste pas moins que, comme vous dites, ces 40 000 enfants, ils sont là, ils existent, et il n'apparaît pas qu'ils aient plus de problèmes que les autres. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle nous disons, bon, il faut reconnaître non seulement la possibilité de légaliser un peu ce genre de famille, mais même, je crois qu'on a tout à fait intérêt, pour d'autres situations, comme les enfants qui sont élevés par le mari de la femme, etc., il faut faire un statut du beau-parent qui permette de prendre en compte ces familles recomposées. Alors, effectivement, elles sont peut-être simplement 25% des familles françaises, mais puisqu'elles existent, encore faut-il que la personne qui vit avec la mère ou qui vit avec le père ait une possibilité non seulement d'avoir un peu d'autorité à l'égard des enfants, donc on pense aux délégations d'autorité parentale, mais que surtout les liens qui sont créés durant l'union entre le beau-parent et l'enfant soient respectés s'il y a ensuite décès ou séparation. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que des enfants sont élevés par quelqu'un qui, durant des années, les considère quasiment comme son enfant, et puis quand il y a problème, eh bien, ils disparaissent, ils n'ont aucun droit. Et nous regrettons quand même qu'on était parti avec l'idée que la majorité actuelle allait voter un statut du beau-parent. Il y a même eu une proposition de loi qui a été annoncée, et puis ça s'est évaporé comme beaucoup d'autres choses. Et il me semble que là, on a quand même loupé une occasion de prendre en compte les nouvelles familles comme elles sont. Elles ne sont peut-être pas effectivement, c'est pas la majorité, mais puisqu'elles existent, je crois qu'il est bien que les gens puissent avoir des droits. Alors, s'agissant des coûts, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas tellement d'accord avec cet argument, parce que je ne vois pas en quoi le fait de dire, comme nous le disons, que le congé parental ne devrait pas être pris uniquement par la femme, mais être pris à égalité, comme c'est dans les pays nordiques, par les deux parents, ils ont le choix. Soit ils font un congé parental, et s'ils veulent le prendre intégralement, on partage. Soit, s'ils estiment que ce n'est pas possible, le mari ne veut absolument pas, à ce moment-là, que ce ne soit pas sur la femme que pèse l'obligation de s'arrêter plusieurs années d'affilée. Bon, mais il me semble que l'argument de dire, voilà, non mais l'argument qui consiste à dire, si, ça va coûter combien? Non, vous débattez dans le vide. Non mais vous avez dit ça va coûter combien? Ça coûtera pas plus cher. On n'a pas dit ça. Selon que ce soit la femme ou l'homme qui le prend. C'est vous qui l'avez. S'agissant des moyens, effectivement, nous pensons qu'on peut tout à fait mieux utiliser l'enveloppe telle qu'elle existe aujourd'hui pour les familles. Il ne s'agit pas évidemment, au contraire, elle mériterait plutôt d'être un peu augmentée, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'elle soit mieux utilisée de manière à ce que les familles modestes soient un peu plus aidées dans leur vie que les familles qui, aujourd'hui, je crois, il y a 10% des familles les plus aisées qui récupèrent 43% des sommes consacrées à la famille. Et ça, nous estimons que ça, ce n'est pas quelque chose qui est équitable. Xavier Breton, et ça, ce serait bien que vous réagissiez à ce que vient de dire Mme Paul. Oui, je voudrais revenir sur les deux points. D'une part, les séparations dans les familles, avec donc de nouvelles formes de familles monoparentales, recomposées, etc. Et puis la question du mariage des personnes homosexuelles. Sur le premier point, je crois qu'effectivement, il faut bien voir que les séparations sont souvent source de souffrance, et notamment pour les plus fragiles. Les plus fragiles, ce sont les enfants, et puis également les femmes. Donc je crois qu'il faut bien voir que nous avons intérêt à avoir une famille durable, qui effectivement tiennent le coup, qui soit un rempart dans les difficultés de la vie. Et nous devons absolument, effectivement, consolider, renforcer cette institution qu'est le mariage comme étant effectivement un rempart pour les plus fragiles. Moi, j'avais été intéressé une fois par une théorie de Luc Ferry qui avait dit, lors d'un échange, d'un débat, peut-être qu'aujourd'hui, la décomposition des familles est un calcul implicite ou explicite de la part des capitalistes, car effectivement, autant de décomposition des familles, ça veut dire là où il y avait un logement, il y en a deux, là où il y avait une voiture, il y en a deux, là où il y avait un frigo, il y en a deux, etc., etc.
Je crois que la réflexion vaut le coup, je la soumets notamment à ma collègue de gauche, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une dimension sociale qu'il faut bien prendre en compte dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je constate l'alliance entre un libéralisme économique et un libéralisme sociétal sur cette question-là. Sur le point de la question des personnes homosexuelles, je crois que la question, c'est de savoir sur quoi on fonde la filiation, la parenté. Et pour moi, il y a deux droits qui sont absolus et élémentaires pour un enfant. C'est à la fois, effectivement, de s'identifier par rapport à un père et une mère, et une altérité sexuelle. Et deuxième point, c'est de pouvoir se situer dans une chaîne de génération, dans une généalogie. Avec l'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles, comme le préconise François Hollande, eh bien, je crois qu'on arriverait effectivement à ouvrir un droit à l'enfant, mais on serait bien loin du droit de l'enfant. Et en plus, on ferait des enfants qui seraient complètement perdus dans leur généalogie. Et je crois que ça correspond là aussi à un but qui est d'ôter les enfants, d'arracher les enfants des familles, parce que moi, je m'inscris dans une conception de la société dans laquelle nous croyons dans la famille, nous avons confiance dans la famille comme lieu d'épanouissement, alors qu'il y a un courant de pensée qui voit la famille comme étant une cause d'inégalité qui doit être combattue. Ce sont des vieux combats idéologiques qui ont marqué le début du XXe siècle. Aujourd'hui, ils réapparaissent sous couvert de l'individualisme qui fait beaucoup de ravages dans notre société. On l'a vu au moment de la loi de bioéthique. Eh bien, je crois qu'il faut réaffirmer un certain point en disant qu'effectivement, la filiation, c'est à la fois un côté corporel, c'est une conception, c'est une grossesse, un accouchement, et puis c'est également un pilier affectif, éducatif, et qu'à partir de ces deux piliers corporels et affectifs, il y a un pilier social, qui est celui de l'affiliation en tant que reconnaissance sociale. On peut parfois réparer, bien sûr, des situations, là où des enfants se retrouvent orphelins, là où des enfants sont malheureux, battus dans leur famille, c'est le devoir de l'État de les ôter, mais nous ne devons pas créer des situations qui visent à dissocier ces piliers. Or, je constate qu'il y a un malin plaisir à vouloir dissocier ces piliers entre le pilier corporel, le pilier affectif, éducatif et le pilier social. Jean-Marie Van Lerenberg. Non, je pense que c'est une vision un petit peu caricaturale de la situation. Je crois qu'il peut y avoir beaucoup d'amour dans une famille homosexuelle. Je peux juste relever un paradoxe de ce débat. Juste un mot, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup parlé de l'échec du mariage, et en même temps, vous évoquez tous la revendication du mariage homosexuel. Il y aura bientôt plus que les homosexuels qui revendiqueront le mariage. Nous ne revendiquons pas. Nous constatons qu'il y a des familles homosexuelles et qu'il y a des familles, des citoyens qui demandent à être unis et qu'on appelle ça mariage. Nous avons dit non, il faut bien distinguer. Le mariage, c'est une connotation entre un homme et une femme. Je crois que c'est une valeur à garder. Donc il y a le Pacs. Et puis il y a le Pacs. Voilà. Ou l'union, appelons ça comme on veut. Par les homosexuels. Donc, pourquoi le Pacs ne suffirait pas? Je pense que vous avez l'union, vous avez le Pacs, vous avez une réponse qui n'est pas le mariage. Bon, mais la réalité, c'est pas un mot. La réalité, c'est ce que vivent ces familles. Vous dites, elles sont pas si nombreuses que ça. Peu importe. Oui, peu importe. Je crois que bien sûr. On doit les accueillir. Je pense que d'ailleurs, si vous êtes chrétien, c'est un précepte évangélique, ça. Donc pour moi, ça part. Pour moi, ça part. Alors, oui, mais je veux dire que l'amour que l'on peut donner à un enfant, quelle que soit la situation de ceux qui l'entourent, c'est plus important que le reste. Voilà, à mes yeux, ce qui est important, Antoine et ce qui Renard, ça vous touche, ça. Prioritaire. Évidemment, heureusement, vous parlez de l'amour et vous avez bien raison, et on en parle insuffisamment dans notre société. C'est quelque chose d'essentiel. C'est d'ailleurs par amour que tout est fait. Bon, cela étant, la différence essentielle et radicale pour la société entre l'union d'un homme et d'une femme et l'union de deux personnes de même sexe, elle est sur le plan de la société extrêmement importante. C'est-à-dire que rien n'empêche des personnes d'avoir des liens privés, mais alors c'est une affaire privée, et le mariage, qui est constitutif de la famille, cellule de base de la société, entre un homme et une femme, ce mariage-là n'est pas qu'une affaire privée. Il est une affaire qui engage la société et son avenir. Et donc c'est vraiment important de pouvoir le distinguer aux yeux de tout le monde. Ça ne veut pas dire que pour les personnes de même sexe, on ne peut pas prévoir des contrats d'union. C'est d'ailleurs ce qu'on a tenté de faire avec le Pacs. Force est de reconnaître que les homosexuels ne l'utilisent pas. Le Pacs, aujourd'hui, est davantage utilisé par des personnes hétérosexuelles
Et d'ailleurs, la deuxième leçon intéressante de cette histoire du Pacs, maintenant qu'on a un certain recul, c'est que 40% des Pacs qui se défont, c'est en faveur du mariage. Ça veut dire que des jeunes qui se sont pacsés parce qu'ils avaient peur de l'engagement du mariage, après cette expérience, sentent qu'ils ont besoin de ce mariage institutionnel fondateur qui fait partie des institutions de notre société, qui d'une certaine façon les protège, les encourage et les soutient. Vous avez parfaitement raison. Je dis toujours, quand je possède un mariage donc civil en mairie, que vous venez, vous êtes là, vous vous aimez, vous vous dites oui, mais c'est la société aussi qui vous dit oui, en vous acceptant, en vous accueillant en son sein. Et je crois que c'est un geste formidable, très important, souvent avec beaucoup de public, parce qu'il y a de plus en plus de public, évidemment, dans nos mairies, le mariage religieux étant un peu moins pratiqué. Alors Xavier Breton et ensuite Georges-Paul Langevin. Oui, juste pour répondre, enfin échanger sur la question de l'amour. L'amour n'est pas le seul fondement du mariage. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui empêcherait à trois personnes qui s'aiment de se marier ensemble? Ça paraît complètement farfelu. L'argument, c'est mon collègue Hervé Mariton qui l'avait effectivement sorti pendant les débats sur la bioéthique. Et effectivement, si on ne fonde pas le mariage sur l'altérité sexuelle, c'est-à-dire sur un homme et une femme, et donc on est deux, et le chiffre 2, c'est pas le chiffre 2 en lui-même, c'est effectivement fondé sur un homme plus une femme. Si on commence effectivement à dire pourquoi pas 2 hommes et 2 femmes, et c'est l'amour qui unit ces personnes, qu'est-ce qui empêchera 3, 4, 5 L'argument, en tout cas, moi j'ai jamais entendu une seule réponse qui permette de contredire cet argument qui me semble tout à fait recevable. Le chiffre 2, c'est pas le chiffre 2 en lui-même, c'est le chiffre 1 plus 1. Et c'est donc fondé sur la différence sexuelle. Il y a peut-être peu de gens qui imaginent les choses comme ça. Non, mais si vous voulez... vous savez, il y en a, tout est possible. Alors, non, mais juridiquement, Madame il y a quand même un argument juridique très simple pour se répondre à ce que vous dites. C'est qu'on n'a pas de bigamie en France. Par conséquent, si vous aviez un couple avec 2 femmes ou avec 2 hommes, ça serait une bigamie. Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est interdit dans notre pays. Bon. C'est autre chose, si vous voulez, que... Limiter à 3, à 4, qu'est-ce qui vous empêche de limiter si c'est fondé sur l'amour? Non, mais là... Il faut bien autre chose que l'amour. Mais là, si vous voulez, s'agissant du mariage homosexuel, ce n'est pas du tout le même problème que la bigamie. Je crois que là-dessus, il ne faut pas qu'on mélange tout parce que c'est déjà un peu compliqué. Bon, si vous voulez, vous dites, il y a un modèle qui est un modèle, celui qu'on préférerait, le modèle idéal, d'une famille avec un homme, une femme, des enfants, modèle famille nucléaire. Idéal ou le plus courant, on va dire. Ou le plus courant. Mais en réalité, vous savez très bien... Oui, mais non. C'est le non, mariage. c'est pas la réalité. C'est un homme et une femme qui ont un enfant. Vous savez très bien que dans ces histoires-là, finalement, les gens ne font pas toujours ce qui est la règle, les gens font ce qu'ils peuvent. Et vous avez des tas de gens qui auraient bien aimé vivre jusqu'à la fin de leur jour. Moi, je suis marié depuis 38 ans. Bon, mais vous avez des tas de gens qui préféraient vivre jusqu'à la fin de leur jour avec leur mari. Manque de peau, le mari s'en va. Bon, par conséquent, la femme, quand elle est dans cette situation, même si elle se dit c'est dramatique, une famille, c'est un homme, une femme, des enfants. Si elle est seule avec ses enfants, il faut bien qu'elle fasse face. Et par conséquent, je crois que toujours dire ce modèle extraordinaire, les gens, ils vivent comme ils peuvent. Ils aiment comme ils peuvent. Et je crois que quand on parle de ces problèmes de mariage pour les gens du même sexe, c'est vrai qu'il existe le Pacs. Et je suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous voyez les choses. Moi, je crois qu'au contraire, c'est vrai que quand on a conçu le Pacs, au début, c'était pour pouvoir permettre de légaliser en quelque sorte une union entre gens qui ne pouvaient pas se marier. Et on s'est rendu compte que, comme souvent, quand on fait quelque chose pour des gens qui ont une difficulté spécifique, eh bien, ça a profité à tout le monde. Et la plupart des jeunes couples se sont dit que c'était une manière, effectivement, de s'engager sans aller jusqu'au mariage. Et ça a eu un succès énorme qu'on n'aurait pas imaginé à l'époque. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit, bien entendu, le Pacs existe, mais il y a un certain nombre de droits. C'est vrai que paradoxalement, c'est une manière de réhabiliter le mariage, puisqu'à un moment donné, le mariage semblait une institution bourgeoise où les gens ne voulaient pas. Bon. Et quand vous faites des divorces, vous vous rendez bien compte qu'en réalité, c'est un statut qui est protecteur pour les conjoints, qui est protecteur notamment pour le plus faible et la femme. Par conséquent, aujourd'hui, on appelle ça mariage, on pourrait appeler ça autrement. L'idée est quand même de se dire qu'à partir du moment où il y a une union stable entre 2 personnes, ou qui se veut stable entre 2 personnes, eh bien, il est raisonnable que chacun ait des droits qui soient reconnus. Si vous voulez, nous nous sommes par exemple bagarrés contre votre groupe à l'Assemblée sur un truc qui me semblait vraiment très simple, qui était de dire que lorsque quelqu'un qui est pacsé décède, le nom de la personne pacsée avec elle
peut être indiqué sur l'acte de naissance, oui, de manière à ce qu'on puisse, il y ait une trace de ce PACS après le décès de la personne. Eh bien, ça a été, vous le savez, ça a été une bagarre qui a duré un temps indéfini, simplement pour obtenir ça, que le PACSé soit marqué sur l'acte de décès. Bon, par conséquent, aujourd'hui, avec le mariage, il me semble que, bon, ça n'a rien à voir. Je comprends que quand on est catholique et qu'on croit que le mariage est un sacrement, que ça puisse faire bizarre d'entendre utiliser le mot mariage pour une union qui n'est pas entre un homme et une femme. Antoine Renard actuellement, c'est simplement une question de donner des droits égaux, de garantir les droits de personnes qui sont engagées dans une union stable. Antoine Renard pour les associations familiales catholiques. Alors, je réagis beaucoup parce que je ne défends pas le point de vue d'un mariage chrétien, d'un mariage catholique. Je défends le mariage civil. C'est évidemment au nom d'autre chose, d'une réflexion. C'est d'ailleurs deux faces de la même réalité qu'est le mariage naturel. Mais c'est pas à cause d'une foi catholique, celui qui constitue même une institution antérieure à toutes les autres, antérieure même à toutes les sociétés. Le mot de nature fait réagir votre voisine. Je vois bien. C'est pas ça, mais je voulais savoir, le mariage naturel, c'est quand un homme et une femme se rencontrent seuls, non? Mais donc, je veux dire, il n'y a pas besoin de l'éclairage de la foi catholique pour dire ce que je dis à propos du mariage civil. Ouais. Bon. Ensuite, je voudrais revenir sur un chiffre important que j'ai sous les yeux, à propos du PACS, parce que vous aviez l'air de nier ce que je disais tout à l'heure. En 2010, 195 000 PACS ont été enregistrés. 95% concernaient des personnes de sexe opposé. Donc, bien sûr, vous avez raison de dire tout le monde s'en est servi. Ce que je veux remarquer quand même, c'est qu'on a mis en place ce PACS à la demande des personnes homosexuelles qui voulaient avoir quelque chose. Et on a dit, à cette époque-là, on a dit, non, pas le mariage, mais on va faire autre chose. C'était fait pour eux. Seuls 5% des PACS concernent des personnes homosexuelles. Ça veut dire très peu. Ça veut dire que les homosexuels ne se sont pas satisfaits de cette institution-là. Et pour autant, d'ailleurs, on a élargi les droits que donne le PACS, comme vous le disiez. Bon. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a très longtemps qu'un philosophe grec a dit que traiter de façon identique des situations différentes, c'était une cause radicale d'injustice. Et ce sont des situations différentes. Et donc, il est normal, dans une société, en effet devenue très complexe, qu'on traite de façon différente des situations, qu'on traite de façon différente des situations différentes. Je crois que nous avons bien débattu de ce sujet. Notre débat étant près de sa fin, j'aimerais que chacun de nos hommes et femmes politiques, femmes et hommes politiques, pardon, ait les 2 minutes nécessaires pour nous dire le meilleur de ce qu'il avance pour cette campagne présidentielle. Madame Paul-Angevin, vous commencez ? Écoutez, moi je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les familles sont une donnée tout à fait essentielle dans notre société. Et je pense qu'il nous appartient de mener des politiques qui aident les familles dans leur vie courante, qui aident les familles et qui aident notamment les familles à concilier l'éducation des enfants et le fait d'avoir une activité professionnelle, une activité sociale, même pour les femmes, je pourrais dire aussi une activité politique, puisque ça aussi c'est plus compliqué pour elles. Mais en même temps, je pense qu'on doit se dire que la famille, eh bien, ce n'est pas un modèle donné. Il y a toutes sortes de familles qui existent et comme vous dites, on peut très bien être à la fois dans des familles recomposées, d'être dans des familles homosexuelles et avoir le respect, avoir l'amour, s'occuper de ses enfants. Il y a des familles classiques dans lesquelles les enfants sont battus, dans lesquelles il y a des incestes, et il y a des familles différentes dans lesquelles les choses se passent très bien. Donc essayons de ne pas avoir une espèce d'imposer aux gens un cadre déterminé, mais essayons de respecter les familles dans leur diversité et de les aider. Il me semble que dans l'intérêt des enfants, c'est important de ne pas stigmatiser, de ne pas classer et finalement de se dire que l'essentiel pour l'enfant, c'est effectivement de vivre dans un milieu où il est aimé. Je dois dire aussi que quand on est parent et qu'on a des enfants qui se découvrent homosexuels, très souvent, ce qui fait le plus de peine aux parents, c'est de se dire qu'ils ne vont pas avoir de petits-enfants. Et je crois que si aujourd'hui ils se disent que quelle que soit l'orientation sexuelle de leur enfant, eh bien, il pourra fonder une famille et ils pourront avoir des petits-enfants, je crois que c'est quelque chose qui est positif, non seulement pour celui qui... mais aussi pour les grands-parents. Je demande au Parti socialiste de laisser la parole un peu aux autres. Alors, Xavier Breton pour l'UMP.
Ben, moi, je pense que la famille et le mariage sont des institutions qui sont plus vieilles que l'État. On dit parfois l'homme est plus vieux que l'État, mais je crois que la famille est plus vieille que l'État. Et que nous sommes là pour donner toutes ces chances à la famille. Nous avons confiance dans la famille comme un lieu d'épanouissement. C'est un lieu de transmission entre les générations. On se transmet une histoire, une culture. C'est un lieu de solidarité dans le présent. Où effectivement on s'aide à l'intérieur en cas de coup dur, on partage des joies, des peines, et puis c'est un lieu de projet pour l'avenir. La famille, c'est tout ça. Et donc nous devons aider la famille et une famille durable. Parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est lorsque la famille est durable qu'elle permet de bien résister. Donc, je crois que nous ne devons pas être des apprentis sorciers. Le fameux principe de précaution, on doit l'appliquer également en matière sociale et sociétale. Faisons attention à ce que nous faisons en cette matière-là. Et donc, consolidons la famille durable. Et c'est un fondement de notre société qui est indispensable, surtout dans un temps de crise où la famille est un rempart bien apprécié par beaucoup. Jean-Marie Van Leeuwenbergh, est-ce qu'en centriste, vous allez faire la synthèse entre ce qui vient d'être dit à votre droite et à votre gauche? Je vais m'y essayer. Je ne sais si c'est mon rôle, mais vous le savez, notre projet de société, celui de François Bayrou, c'est un projet humaniste d'inspiration chrétienne. Donc la famille, la cellule familiale est au cœur de toutes nos préoccupations et de toutes nos intentions, de toutes nos démarches. Notre objectif, c'est de rendre ces politiques familiales les plus justes possibles, les plus équitables possibles, pour permettre l'épanouissement de tous. Au cœur de tout cela, il y a l'éducation, on n'en a pas beaucoup parlé, on l'a évoqué néanmoins, c'est l'éducation des enfants. Je crois que là, c'est une priorité absolue. Vous savez que d'ailleurs, c'est une priorité aussi de la politique que développe François Bayrou. Il faut soutenir donc toutes les possibilités, donc évidemment dès la maternelle, mais surtout au moment charnière du CP, permettre à tous ces enfants d'apprendre à lire et à écrire. C'est la condition même de leur épanouissement futur, dans un cadre familial fait d'amour et de justice. Il faut apprendre, et on apprend la justice où? Et bien sûr à l'école, bien sûr dans sa cellule, dans sa famille. Je crois que c'est pour nous l'essentiel. La politique familiale, ça ne se résume pas évidemment à quelques milliards, ça se résume à cet épanouissement d'un enfant au cœur de sa famille. Voilà, c'était la politique familiale. Madame, messieurs, je vous remercie infiniment. Quant à vous, je vous laisse discerner chez vous sur le bon vote. Bonsoir.